Bienvenue à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Il n'y a pas de planète B. On est de nouveau avec Geoffrey Moiroux, qui va nous parler cette fois-ci non pas simplement du constat qu'on a fait la dernière fois sur le recul de la biodiversité, mais des causes de ce recul. C'est ça. Et donc j'imagine que en fait il doit y avoir de très très nombreuses causes, mais combien il y en a 10 000, etc. Ou est-ce qu'on peut essayer un peu de résumer, de trouver les principales? Oui, alors il y a beaucoup de causes comme tu l'as dit, mais en règle générale, on les regroupe dans 5 grandes causes majeures qui sont reconnues. 5. 5. Ok. Et c'est là-dessus à peu près qu'on s'entend en règle générale quand on parle des causes de l'érosion de la biodiversité. Alors ces 5 causes, on va retrouver bien évidemment les changements climatiques. Alors aujourd'hui, on ne l'abordera pas puisque ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc on va surtout se focaliser sur les 4 autres causes de perte de biodiversité. On va retrouver tout d'abord la surexploitation de la biodiversité, donc la chasse, la pêche, etc. On va retrouver la modification des habitats, donc on va inclure là-dedans l'industrialisation de l'agriculture, l'urbanisation, la déforestation. On va retrouver également les différentes formes de pollution, que ce soit la pollution chimique, lumineuse, sonore, et il y en a d'autres. Et enfin, une à laquelle on pense rarement, ce sont les espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est-à-dire des espèces qui ont été introduites volontairement ou involontairement hors de leur aire de répartition naturelle et qui vont devenir envahissantes et poser des soucis là où elles ont été implantées. Du coup, là, finalement, on peut les hiérarchiser ou est-ce que sont toutes là, tes causes, là, sur le même plan? Est-ce qu'il y en a qui sont, je dirais, plus prévalentes que d'autres, plus impactantes Oui, que d'autres? alors ça fait maintenant quelques années qu'on sait qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres, et ces derniers temps, il y a pas mal de méta-analyses qui sont ressorties, parce qu'il y a de plus en plus de données qui sont disponibles, qui sont issues notamment de sciences citoyennes. Alors je vous ai mis ici une étude récente qui a été faite sur les oiseaux en Europe, on en a parlé la On dernière en avait fois, déjà parlé, ouais. avec un déclin très très marqué. Et donc dans cette étude, ils ont cherché à analyser quelles étaient les causes de la diminution des effectifs des différentes espèces d'oiseaux européens, en prenant en compte l'industrialisation de l'agriculture, la perte de couverts forestiers, l'urbanisation, les changements de température. Et très clairement, c'est vraiment le fait d'avoir une agriculture qui s'intensifie, qui devient industrielle, qui est le principal vecteur de disparition des populations d'oiseaux. D'accord. Donc, dans cette cause-là, il y a aussi le changement d'utilisation des terres, Alors, ou c'est un truc séparé, ça? Alors, ça va inclure en partie changement d'usage des terres, mais en Europe, ça fait déjà un moment que les terres ont été changées pour l'agriculture. D'accord. Donc ici, ça va être essentiellement tout ce qui va concerner l'utilisation des pesticides et des autres intrants. D'accord. Par contre, Et les remembrements aussi, je et les suppose, c'est ça? remembrements, effectivement, et qui disparaissent, etc. D'accord, Tout à ok. fait. Donc là, c'est vrai qu'elle apparaît nettement au-dessus des autres en termes d'impact, quoi. Exactement. Ok, Tout à fait. très bien. Et du coup, ça, c'était les oiseaux, hein. Et au-delà des oiseaux, est-ce qu'on peut généraliser en quelque sorte le constat, ou est-ce que c'est spécifique oiseaux, là, ou Non, non, est-ce qu'on ça, peut hiérarchiser aussi sur d'autres types de biodiversité? oui, c'est vraiment le constat global, c'est même les Nations Unies qui ont tiré cette conclusion-là, que l'industrialisation de l'agriculture, c'est la première cause actuelle de perte de biodiversité. Ça va être lié notamment à la déforestation, notamment dans les régions tropicales, où on va déforester pour pouvoir soit cultiver de la nourriture pour le bétail, soit pour justement libérer de l'espace pour le bétail lui-même. Et d'après le groupe du travail des Nations Unies, on estime qu'il y a 70% des pertes à court terme qui seraient directement imputables au changement d'usage des terres, qui est quasi directement lié à l'intensification agricole. Ok, d'accord. Donc vraiment, il y a un enjeu, hein, sur les modèles agricoles, c'est essentiel pour la biodive, quoi. Exactement, tout à fait. Ok, donc cool, on a un espèce de constat général. Mhm. Est-ce que tu aurais un exemple concret du coup d'une espèce, hein, qui est impactée? Oui, bien sûr, alors des exemples, il y en a beaucoup, mais je vais vous donner un exemple qui est très proche de nous d'un point de vue classification. Et cet exemple, c'est l'exemple des orang-outans. Donc, on reconnaît actuellement 3 espèces d'orang-outans, et il y a une de ces espèces-là, le pongo de Tapanuli, qui autrefois avait une aire de répartition qui courait de l'Indonésie jusqu'au sud de la Chine, et qui, en raison de la déforestation qui est liée quasi uniquement à l'implantation de l'huile de palme, qu'on va retrouver dans beaucoup d'aliments, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est sujet à controverse, eh bien, c'est l'aire de répartition de ce pongo, cet orang-outan de Tapanuli, c'est vraiment réduite à peau de chagrin. Ici, on la retrouve que dans ce petit secteur-là de l'île de Sumatra, alors qu'il faut imaginer qu'avant, il y avait une aire de répartition extrêmement large en Asie. Ok, pauvres orang-outans. Pauvres orang-outans, tout à D'accord. fait. Ok, mais
Bon, il y a dû y avoir quand même des extinctions antérieures à la généralisation de l'agriculture intensive. Oui, oui, bien sûr. En fait, dès les premiers pas de l'homme en tant qu'agriculteur, on a eu des extinctions Ok. qui ont eu lieu. Par exemple, quand les hommes se sont implantés en Australie, eh bien très rapidement, ils ont fait ce qu'on appelle de la culture sur brûlis, c'est-à-dire qu'ils faisaient brûler le bush australien pour libérer de l'espace et également pour apporter de la matière organique. Et ça a amené à l'extinction, il y a à peu près 47 000 ans, de ce qu'on appelait la mégafaune australienne, donc avec des animaux de très grande taille qui ont disparu sous la pression des aborigènes qui pratiquaient cette agriculture sur brûlis. Il y a 47 000 ans, on faisait déjà du brûlis. Ouais, tout à fait. Exactement. On apprend des choses. Ok. Et un autre exemple qu'on peut citer, c'est le Mégaladapis, qui était un lémurien qui vivait sur Madagascar et qui, face à la déforestation également pour libérer de l'espace pour les champs, a fini par s'éteindre il y a 500 ans environ. Voilà. D'accord, donc c'est des animaux dont on n'a même pas une photo, quoi. Non, Hein, ça exactement. n'existait pas Non, encore non, la tout à photo fait. quand ils ont disparu. Exactement. Ok, donc bon, il a fallu faire des dessins. Du coup, il y a aussi, je suppose, bien entendu, bah, la chasse, quoi. Hein, ça paraît essentiel, non, comme cause de. Oui, alors même chose, hein, dès l'apparition de l'homme moderne, on va dire, il y a des espèces qui sont disparues. Parmi celles-ci, on peut citer par exemple le paresseux géant de Jefferson, qui vivait en Amérique du Nord, et il a disparu il y a à peu près 10 000 ans, vraisemblablement parce qu'il a été chassé pour sa viande par les êtres humains. C'est un animal qui était assez facile à chasser apparemment, et on a fini par l'amener à l'extinction. Ok. Bon, alors lui, j'en avais jamais entendu parler, donc je suppose qu'il y a beaucoup d'autres espèces qui ont été chassées. Et est-ce que c'est simplement pour se nourrir qu'en fait on a chassé? Parce que bon, il y a eu aussi pour le plaisir, hein, pour le Mhm, sport, mais il doit bien y sûr. avoir d'autres raisons aussi. Oui, oui, bien sûr. Alors, les raisons, elles sont multiples. Alors, il y a bien évidemment, en règle générale, l'apport de viande, mais il y a des chasses autres qui ont été réalisées. Par exemple, il y a une espèce très marquante qui s'appelle la ricine de Steller. Elle a disparu en 1768 et elle a disparu 27 ans après avoir été décrite par Steller, justement, quand il est revenu de sa campagne dans le détroit de Bering. Donc, les Occidentaux, quand ils ont eu vent de cette espèce-là, qui était très facile à chasser, ils ont fait disparaître on estime qu'il y avait entre 1500 et 2000 individus. Donc pourquoi est-ce qu'on l'a chassé? En partie pour sa viande, mais surtout pour la graisse, pour alimenter les lampes à huile, et également pour sa peau qui apparemment pouvait servir pour les embarcations. Un exemple un petit peu plus récent, Ouais, ça c'est du rapide quand même, en 27 ans. c'est l'extinction la plus rapide qu'on connaisse pour un mammifère. Ah oui, quand l'homme il s'y met, Oui, oui, ça a été il doit extrêmement être rapide. vraiment efficace. Alors, c'est une espèce qui était déjà a priori en régression, on va dire, il n'y avait plus Mm. que 1500-2000 individus. Par contre, on a fait disparaître des espèces qui étaient beaucoup plus abondantes, et c'est le cas notamment du grand pingouin, qui lui a disparu en 1854. Donc le grand pingouin, il vit dans l'hémisphère nord, notamment il vivait sur les îles du côté de l'Amérique du Nord, au large du Canada. Et là, on estime qu'il y avait des millions d'individus, hein, c'était des colonies qui représentaient des millions d'individus. Alors ils ont été chassés un petit peu pour leur viande, notamment quand les colons partaient s'installer, mais surtout apparemment il était utilisé comme appât pour la pêche. Voilà, donc on s'en servait au bout d'une canne à pêche. On l'a chassé également pour ses plumes, à la fois pour les chapeaux et à la fois pour créer des oreillers ou des édredons. Et il semblerait que les derniers spécimens aient été éliminés parce qu'il y avait des collectionneurs et des musées qui se sont aperçus que l'espèce était en train de disparaître et ils ont voulu avoir les derniers spécimens avant que l'espèce soit éteinte. Donc ils ont contribué aussi à l'extinction de cette espèce-là. Ok, c'était peut-être pas une très bonne idée du coup, de Effectivement. s'être lancé dans cette course. Alors un autre exemple de pourquoi est-ce qu'on peut chasser des animaux jusqu'à l'extinction, bah, l'exemple type c'est le thylacine, qu'on appelle aussi le loup de Tasmanie ou le tigre de Tasmanie. C'est une espèce qui était présente en Australie et qui a disparu suite à l'arrivée, on va dire, des colons qui ont amené du bétail et on accusait en fait le thylacine de se nourrir des moutons, des poulets. Et il y avait une prime hein, qui était donnée pour que les gens tuent les thylacines. Donc on l'a chassé jusqu'à l'extermination parce qu'on l'accusait de manger les moutons. Voilà. D'accord. Un exemple qui est peu connu et qui est très emblématique pourtant, c'est la tourte voyageuse. On estime que cette espèce, qui vit en Amérique du Nord, elle comptait 3 à 5 milliards d'individus. Et c'est une espèce donc qui est migratrice, donc qui est très facile à chasser. C'était des vols très compacts, il suffisait de tirer dans le tas. On avait des milliers on pouvait tuer des centaines, voire des milliers hein, de tourtes voyageuses en même temps. Et elle a fini par disparaître en 1914. Donc on a amené à l'extinction cette espèce-là. Et là, il semblerait que c'était pas tellement pour la viande, même si elle était consommée, mais c'était vraiment pour le plaisir. C'était à qui en tuerait le plus. Et d'après ce que j'ai pu lire, il semblerait qu'on pouvait même tuer jusqu'à 30 000 tourtes par jour pour les plus gros chasseurs. Voilà. Mais là, c'était vraiment pour le plaisir de tirer Ah ouais, comme c'est ça. du massacre là, C'était du carrément. Je vois massacre, ouais, pas. tout à fait. Ouais, ouais. Vraiment, l'humanité, des fois on se demande si elle a vraiment rien à foutre. En effet. Ah ouais, ok.
Et alors cette espèce-là, on a essayé, hein, de la sauver, on va dire, en mettant en place des programmes de conservation, mais il était déjà trop tard. C'est une espèce qui s'élevait pas en captivité, enfin très mal, et elle a fini par disparaître. Par contre, la dernière espèce, donc le haras de Spix, que vous connaissez peut-être, qui fait l'objet du film Rio, qui est assez connu, c'est une espèce qui a disparu du milieu naturel parce que déforestation, également parce qu'elle était braconnée pour l'ornementation, hein, des gens, des riches collectionneurs qui voulaient avoir cet oiseau-là, surtout quand ils ont su qu'il était en train de disparaître dans leur cage, dans leur volière. Et ça a amené à la disparition du haras de Spix. Mais par contre, on a quand même pu maintenir des individus en captivité, et on a ainsi pu sauver, entre guillemets, l'espèce, même si naturellement elle n'est plus présente. Ok. Ouais. Alors bon, la chasse, c'est peut-être un peu moins un enjeu aujourd'hui, même si je suppose que c'est toujours le cas. Par contre, la pêche, là, ça bat toujours son plein, hein, parce que Tout il à y a fait. vraiment des pays qui dépendent énormément de la pêche Tout à fait. pour leur alimentation. Et là Exactement. aussi, il y a des risques, je suppose. Il y Enfin, a des immenses risques, hein, c'est vraiment une cause majeure de perte de biodiversité. Ici, je vous ai mis des données issues de la FAO, qui montrent l'évolution des stocks de poissons entre 1974 et 2017, selon qu'ils sont surexploités, c'est-à-dire qu'on prélève plus de poissons qu'il n'y a de poissons produits dans l'année. Ils sont exploités au maximum, c'est-à-dire que la balance reproduction, capture est à l'équilibre, ou ils sont sous-pêchés, c'est-à-dire qu'on prélève moins que le taux de reproduction. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les années 70, il y avait 10% des stocks de poissons qui étaient surexploités. En 2017, on était à 30% de stocks qui étaient surexploités. Les stocks qui étaient exploités au maximum étaient d'à peu près 50%. Maintenant, on est quasiment à 70%. Donc ça veut dire qu'actuellement, il y a moins de 10% des stocks de poissons qui sont sous-exploités. Tout le reste est exploité au maximum possible. Et en plus, en prélevant les poissons, bien évidemment, avec les chaluts, on a tendance à arracher les fonds marins, etc. Alors, il y a des espèces qui sont en très forte régression, il y a des populations qui ont disparu. Est-ce que tu sais par exemple pourquoi on appelle la baie des Anges justement, du côté de Nice? non, j'avoue que je n'ai pas idée. Et bien alors en fait c'était lié à la présence d'un requin que tu as ici qui s'appelle l'ange de mer. Et en fait apparemment il était très très abondant il y a quelques décennies. Et il a tellement été pêché qu'il a fini par disparaître, si bien qu'il n'y a plus d'anges de mer sur les côtes métropolitaines de France. Mais on a pu amener cette population-là à l'extinction à cause de surpêche. Je suis pas sûr que je suis enchanté d'avoir cette info, parce que je crois que baie des Anges, j'imaginais un truc un peu plus idyllique qu'un Et non, requin. c'est D'accord, non, ok. non, c'est lié à une espèce qui malheureusement a disparu dans cette zone-là en tout cas. Ok. Mm. Tu as mentionné au début la cause qui était les espèces exotiques envahissantes. Ouais. Du coup, un exemple de ces espèces. Oui, alors des exemples, il y en a beaucoup qui souvent sont cantonnés à des îles. C'est très souvent là que les espèces exotiques envahissantes ont pu amener à des extinctions d'espèces. Alors l'exemple type, c'est le dodo. Je pense qu'on connaît tous, hein, qui est une espèce d'oiseau qui vivait sur l'île Maurice notamment. Et alors, on a longtemps attribué la disparition du dodo à la chasse par les hommes, mais en fait, il semblerait que l'extinction du dodo, elle soit plutôt liée à l'introduction accidentelle de rats qui ont débarqué depuis les bateaux, mais également de macaques et de cochons également. Et cochons, rats, macaques, en fait, allaient prélever les œufs dans les nids ou manger directement les poussins. Le dodo, lui, n'avait pas de système de défense comportementale parce qu'il n'avait jamais vraiment été exposé à des prédateurs. Et très rapidement, en fait, l'espèce a fini par s'éteindre à cause de ces espèces qui avaient été introduites par l'être Oui, humain. oui. Mm. Et donc on voit là aussi que hein, souvent les espèces s'éteignent pas parce que les individus meurent, mais parce qu'ils ont des problèmes pour se reproduire en Tout fait, à hein, fait, ouais, exactement. Ok, d'accord. Alors, en fait, il y a quand même des choses qui doivent être... Bon, déjà pour le dodo, tu l'as mentionné un peu, il y a les espèces exotiques, mais on ne sait pas trop laquelle, enfin c'est une combinaison, Mhm. mais il doit y avoir des extinctions qui sont un peu plus difficiles à identifier du point de vue de leur cause, avec je dirais des mécanismes complexes qui Mm. aboutissent à la disparition en fait. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs espèces, hein, qui ont disparu. Alors, c'est difficile de trancher quelle est la cause principale. Très souvent, en fait, c'est des interactions entre causes qui peuvent amener à l'extinction et qui vont même pouvoir accélérer en fait l'extinction par des phénomènes de synergie. Un exemple qu'on peut citer, c'est le crapaud doré. C'est cette très jolie espèce qui vivait au Costa Rica, donc une espèce d'amphibien, qui aurait disparu il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Il y aurait une pollution de l'air, il y aurait surtout des périodes de sécheresse liées au réchauffement climatique, des perturbations du phénomène El Niño, et également une espèce envahissante qui est un champignon qui, à l'heure actuelle, est en train de faire s'effondrer un bon nombre de populations d'amphibiens, qui était originaire, il semblerait, d'Asie et qui s'est étendu et qui continue de s'étendre via le réchauffement climatique notamment.
Donc toutes ces causes, elles peuvent se Donc là, surajouter celui-là, jusqu'à... le pauvre, presque il a tiqué toutes les grandes causes. Et lui, malheureusement, oui. Oui. Alors en plus, c'était une espèce qui était dans des habitats très restreints et qui a fini par s'éteindre, mais qui avait des effectifs qui étaient également relativement faibles. En plus, avec une couleur pareille, ça, c'est vraiment pas de bol parce Et oui, qu'effectivement, il était assez remarquable. tout à fait. Ouais. Elle aurait fait un malheur. Quand est-ce il s'est éteint celui-là? Alors officiellement, de mémoire, dans les années 90. Ouais. D'accord, ok. Donc, En fait, c'est souvent, il y a les dates sont un peu confuses parce que ça dépend de est-ce que c'est le moment où le dernier individu a été trouvé, est-ce que c'est la dernière campagne durant laquelle on n'en a pas retrouvé. Voilà, mais c'est dans les années 80-90, il semble. non, je disais ça parce que comme c'est des couleurs très années 70, je me disais, Ah, est-ce qu'il a connu les années 60? il a même été découvert dans les années 60, de mémoire. Ah oui, Ouais. d'accord, ok. Autre exemple de phénomène complexe, du coup. Alors effectivement, il y a des phénomènes qui sont pas directs, hein, c'est-à-dire qu'on va pas directement avoir une espèce qui va s'éteindre parce qu'on l'a trop chassée, mais il y a des phénomènes qui sont plus indirects. Alors un des premiers phénomènes qui va être lié au changement d'usage des terres, qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le fait que les populations, qu'on a vu la dernière fois, sont de plus en plus éloignées les unes Hmm. des autres, sont de plus en plus isolées, en raison de ce qu'on appelle la fragmentation de l'habitat. Alors ça, c'est facilement compréhensible pour une espèce, par exemple, comme la rainette arboricole qui vit dans des mares. Bien évidemment, ces mares se retrouvent de plus en plus déconnectées, eh bien parce qu'on va construire un immeuble, parce qu'on va aménager pour de l'agriculture. Et ça va avoir un impact, bien évidemment, sur la diversité génétique au sein de chaque population, et ça peut affecter la reproduction et les capacités d'adaptation. Donc ici, vous avez une étude qui a été réalisée en Scandinavie, dans laquelle ils ont regardé quel était le degré de diversité génétique au sein des populations en fonction du degré d'isolement. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que dans les endroits qui étaient les plus fragmentés, là où il y avait plus d'isolement génétique le plus d'isolement géographique, pardon, entre populations, il y avait également la plus faible diversité génétique. Ok. Et donc là, on peut potentiellement entrer dans un vortex d'extinction, Oui, comme on l'a évoqué la dernière fois. ouais, Mm. avec des problèmes d'adaptation, Exactement. d'accord, baisse du nombre d'individus, etc. C'est ça, tout à fait. Ok, ok, ok. Donc la grenouille qui est victime de la parcellisation des mares, hein, de la C'est ça, séparation des mares. tout à fait. Nickel. Autre exemple que tu nous proposes? Alors un autre exemple, c'est un exemple également sur des amphibiens, mais également sur des poissons, c'est la féminisation des mâles qui a été observée dans les rivières. En fait, dans les rivières, on va retrouver pas mal de composés. On va retrouver notamment des oestrogènes qui proviennent de l'urine, hein, des femmes qui prennent des pilules contraceptives. Ça peut être également des herbicides comme l'atrazine. Et on s'est aperçu qu'une exposition à ces composés-là durant le développement des individus pouvait amener à ce que des individus qui génétiquement étaient mâles vont développer en fait des gonades femelles et vont assurer donc le rôle de femelle. Donc en perturbant comme ça le sexe ratio mâle-femelle, on va avoir une action sur la reproduction qui va être affectée. Donc c'est problèmes hormonaux, quoi. C'est des problèmes hormonaux, oui, tout à fait. Ok. Ah ouais, j'aurais pas soupçonné qu'on pouvait féminiser de force une population comme ça. Tout à fait. Jusqu'au point où elle peut. D'accord. Eh bien, ok. Encore un effet, oui, des pollutions, là, hein, pour le coup. Là. Exactement, tout Ça, à c'est une fait. sorte de pollution, quoi. Ouais. Un autre exemple, toujours d'un truc complexe, c'est ça, un Oui, effet alors un exemple cette direct. fois-ci de pollution lumineuse. Alors c'est un exemple, alors il y a plusieurs exemples, mais l'exemple que je vous ai pris c'est les éphémères. Donc les éphémères ce sont des insectes, alors on connaît le terme éphémère qui renvoie à une durée de vie courte. En fait ce sont des animaux chez qui les larves sont aquatiques, vont vivre sous l'eau, elles peuvent vivre plusieurs années comme ça sous l'eau, et ensuite une fois adultes elles vont devenir volantes. Elles peuvent vivre effectivement quelques heures à quelques jours selon les espèces. Et quand une femelle va pouvoir se reproduire, en fait, elle va se repérer à la polarisation de la lumière sur la surface de l'eau. Ça va lui permettre de trouver des zones d'eau. Et le problème, c'est que cet indice de polarisation, c'est le même que du bitume qui serait un petit peu humide, ou c'est le même que des panneaux photovoltaïques. Ce qui fait qu'en fait, les éphémères, plutôt que d'aller vers l'eau, elles vont aller vers les routes, elles vont aller vers des centrales de panneaux photovoltaïques à perte, hein, puisqu'elles vont pas trouver d'eau, elles vont pas pouvoir se reproduire. Et donc, la population, comme ça, va pouvoir être réduite du fait que les individus sont désorientés par cette pollution lumineuse liée au bitume ou liée aux panneaux photovoltaïques. Ah, waouh! Donc il faudrait qu'une mutation arrive à générer des éphémères qui arrivent à vraiment voir l'eau. Mais si Exactement, ça se passe pas, on risque de perdre les éphémères, tout quoi. à fait. Exactement. Mm. Ah non, mais franchement, il y a
C'est là qu'on imagine, enfin, on n'imagine pas la multiplicité finalement des risques qui pèsent sur Ouais, la vie, quoi. Parce que là, jamais ça nous serait venu à l'idée qu'il pouvait y avoir une confusion ouais. entre des panneaux photovoltaïques et une mare, enfin, de notre point de vue en tout cas. Ouais, ok. Bah, dis donc, le chercheur qui a dû trouver ça, il a dû être content. Bon, en même temps, ça doit être assez simple si on voyait des éphémères partout sur les. Oui. C'était pas non plus super dur à imaginer, quoi. Donc, euh, est-ce que il suffit du coup d'enlever la cause, je sais pas, par exemple de mettre un répulsif ou je ne sais quoi. En fait, est-ce qu'il suffit de faire disparaître une cause de risque pour mettre à l'abri une population ou une espèce? Alors, c'est pas si simple parce qu'on s'est aperçu qu'il existait des effets qu'on appelle transgénérationnels. C'est-à-dire que l'exposition des parents à un stress environnemental, que ce soit un stress thermique, de la pollution, ça va avoir un impact sur les descendants, même s'ils ne sont pas exposés eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que même si on protège à un moment donné une population, ça va prendre quelques générations avant que les effets soient vraiment totalement éteints. Alors, un exemple expérimental que je vous ai pris, mais c'est un bel exemple, qui a été fait sur des souris. C'est des chercheurs qui se sont amusés à prélever des souris mâles et femelles en campagne et en ville. Ils les ont ramenés au laboratoire, ils les ont fait se reproduire dans les mêmes conditions et ils ont regardé quel était le taux de mutation chez les jeunes. Donc les jeunes, eux, ils ont été élevés dans les mêmes conditions, ils ont vraiment été exposés aux mêmes polluants éventuellement. Et ce qu'ils sont aperçus, c'est que le taux de mutation était beaucoup plus élevé pour les descendants dont les parents venaient de la ville plutôt que pour les descendants des parents qui venaient de la campagne. Et ça, c'était vrai que ce soit pour le père ou pour la mère. Et les mutations, bah, souvent, ça peut être lié à des pathologies, à des tumeurs, etc. Oui, donc là, on parle de mutation au sens mutation problématique, hein, Voilà, qui peuvent être pathologique, problématiques, quoi. tout à fait. D'accord. Et ils ont poussé l'expérience un petit peu plus loin. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait se reproduire des souris dans leur laboratoire en faisant rentrer l'air, en fait, tout simplement extérieur. Et pour certains, l'air était filtré avec des filtres à particules et pour d'autres, non. Et même chose, ils ont regardé ce qui se passait pour les descendants. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que le taux de mutation était plus faible pour les descendants dont les parents avaient bénéficié d'un filtre à air plutôt que pour les descendants des parents qui n'avaient pas eu de filtre à air. Donc il y a vraiment un impact direct de la pollution atmosphérique sur le taux de mutation des descendants. Donc, quand tu es une souris, si tu vis en ville et exposé à l'air ambiant, tes enfants peuvent morfler, quoi. Exactement. D'accord, pas que toi, quoi. Pas que toi. Ah ouais. Donc, rat des villes, rat des champs, il faut mieux peut-être être rat des champs. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Oui, donc là, c'est un phénomène assez complexe parce que ça passe les générations. C'est ça. Et puis ça peut aller jusqu'à la génération des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants. Alors, en économie, nous, on a un terme là pour ça, on dit que quand on a une cause qui produit des effets, même quand la cause disparaît, Mmh. parce que voilà, elle a modifié, enfin bref, elle déclenche des mécanismes d'amplification qui durent, on parle d'effet d'hystérèse, mais parce ça doit être du grec, on doit trouver ça trop bien. Donc voilà, mais je pense que c'est un peu la même chose qu'on a ici, quoi. Ok, ok. Et là, cette fois-ci, tu nous montres des araignées. Oui, alors le but de cet exemple-là, c'est de vous montrer, bah, que quand on touche une espèce au sein d'un écosystème, on a Ouais. vu la dernière fois qu'une espèce, ça vit au sein d'une communauté et d'un écosystème, eh bien, en touchant une espèce, on va toucher l'ensemble de la communauté, de l'écosystème. Alors ici, je vous ai pris un exemple qui a été réalisé par des collègues de mon laboratoire, notamment par Christophe Mazia, où ils ont regardé quelle était la capacité des araignées à faire des toiles dans des vergers. Donc ce sont des araignées qui potentiellement vont capturer des ravageurs de culture, donc qui ont aussi un impact positif potentiellement sur les cultures pour l'être humain. Et donc ils ont regardé quelle était la forme et la quantité de toiles un jour avant qu'un insecticide biologique soit mis dans le verger et un jour après. Ce qu'ils se sont aperçus, c'est que ici vous avez donc la toile d'araignée un jour avant, une toile d'araignée comme on se la représente, parfaite, géométrique, et un jour après, vous voyez que la toile d'araignée, celle que vous avez à droite, elle est totalement incomplète. Il manque les fils, une bonne partie des fils qui vont permettre justement de capturer les proies. Ah oui, là, ça ressemble à rien. Là, ça va passer au travers, Exactement, vraiment, voilà. sans problème. Donc on va perturber bien toute cette chaîne trophique, tout ce réseau alimentaire en modifiant le comportement de l'araignée et sa capacité à tisser des toiles. Et en plus, ils sont aperçus que le nombre de toiles avait diminué après l'introduction de cet insecticide. D'accord. Donc on va Parfait. perturber la totalité de la communauté en affectant tout simplement le comportement de l'araignée. Alors, j'avais vu une fois sur Internet une espèce d'étude où on avait fait ingérer des produits stupéfiants à des araignées Oui, pour voir les effets sur les toiles. tout à Et fait. du coup, l'alcool, le cannabis, c'était absolument lamentable ce qui Oui. sortait. Mais les araignées sous coke faisaient des toiles, mais vraiment magnifiques. Je pensais que c'était un fake, mais en fait, peut-être pas, hein. Non. Donc, ok, donc effectivement,
Bah, en fait, c'est assez compliqué de faire des toiles, j'imagine. Tu as besoin d'être au mieux de ta forme, je Exactement, suppose, tout à pour fait. faire des toiles d'araignée. Donc, du coup, là, elles peuvent plus se nourrir, et du coup, là, il y a des risques. Exactement. D'accord. Ok, donc finalement, là, tu te retrouves à vouloir protéger du coup, ton verger des ravageurs avec un pesticide, et en fait, tu élimines des animaux qui te protégeaient des ravageurs. Exactement. Donc en fait, tu te tires une balle dans le pied, quoi, Tout à fait. avec ton pesticide. Ouais. Ça, il y a plein d'exemples comme ça, du coup, Mhm. en agriculture, et c'est pour ça que l'agroécologie permet de prendre en compte ce genre d'interaction. Exactement. Ouais, Tout à fait. ok, on est bon. Et là, on s'approche du coup de plus en plus des sols, si je vois sur la diapo, là, et toujours des effets en cascade, ou même des effets sur le milieu plus généralement, Oui. c'est ça? Alors, c'est alors même chose, hein, une étude qui a été réalisée par des collègues de mon équipe, où ils ont exposé des vers de terre à un pesticide, le parathion, et ils ont regardé dans des sortes de terrariums quelle était la forme et la longueur des galeries creusées par les vers de terre. On sait que les vers de terre, c'est eux qui vont assurer une bonne partie de la bioturbation du sol, donc Mhm. qui vont permettre aussi à l'eau de circuler, à l'air de circuler dans les sols, etc. Ils ont vraiment ce qu'on appelle des organismes ingénieurs. Eh bien ici, vous avez ce qui se passe quand il n'y a pas d'insecticide. Et ici, quand vous avez du pesticide, ben, on voit que les galeries qui normalement étaient relativement profondes, hein, qui allaient jusqu'en bas du terrarium et donc qui permettaient d'assurer une circulation de la terre, eh bien quand on a une exposition, les galeries n'ont plus du tout cette forme-là. Le ver de terre, il reste à la surface. Et donc, le compartiment sol lui-même va être affecté par la modification du comportement des vers de terre D'accord. liés aux pesticides. Ça, c'est très mauvais pour le stockage du carbone aussi, parce que le carbone, il est stocké moins profond, aussi, Mhm. du coup. Ouais, en effet. Horreur! Ah ouais, non, donc il faut... Et donc plus de Alors, paration, quoi. le parathion n'est plus utilisé, je vous Ah, rassure, mais il y a d'autres pesticides qui ont le même impact, hein. ah, Mm. d'accord, ok. Donc c'est pas, ça suffit pas, quoi. Mm. Ok. Et alors, j'avais lu des choses sur les loutres, et tu voulais nous parler des loutres et des forêts Oui, de kelp, ouais. parce que moi je pensais que c'était la chasse de la loutre en Alaska qui avait dépeuplé les populations de loutres, mais en fait c'est plus compliqué que ça Ouais. d'après ce que tu m'as dit. Oui, alors c'est une étude qui est souvent reprise en écologie. C'est une jolie étude dans laquelle on montre justement l'impact que l'activité humaine peut avoir sur les chaînes trophiques. Alors c'est un exemple qui nous vient d'Alaska. Alors trophique, ça veut dire c'est Alors quoi? c'est ce qu'on appelle communément le réseau alimentaire, tout simplement, les chaînes Chaîne alimentaires. trophique, Voilà, ouais. d'accord. Voilà. Ok. C'est comme toi tu parlais de distérès, c'est un terme un peu plus savant, on va dire, pour parler tout simplement de chaîne alimentaire. D'accord. Donc c'est un exemple qui nous vient d'Alaska, où on s'est aperçu effectivement qu'il y avait dans les années 80 en fait 80, oui c'est ça, 90 plutôt, pardon, une chute de la quantité de kelp. Donc les kelps, ce sont ces algues qui peuvent être extrêmement grandes, hein, qui font véritablement des forêts dans lesquelles les poissons viennent se reproduire. Et en plus, ils vont assurer en fait une forme de barrage en protégeant les côtes face à l'assaut des vagues. Et on a cherché à comprendre pourquoi est-ce que ces forêts de kelp étaient en train de disparaître. Et en fait, on s'est aperçu qu'il fallait remonter très haut dans la chaîne alimentaire pour comprendre tout ce qui se passe. Alors, il faut savoir que dans ces milieux-là, on va retrouver des loutres de mer. Et ces loutres de mer, elles ont été protégées pendant un temps après avoir été surchassées. Surchassé, ouais. Voilà. Et donc, ces loutres mangent des oursins. En mangeant les oursins, eh bien, elles protègent entre guillemets le kelp parce que les oursins se nourrissent du kelp. Alors en plus, je veux dire, faut être très futé pour arriver à manger des oursins, parce que ça pique. Et oui, Donc la loutre est un peu la seule à être assez futée, enfin assez bien équipée c'est pour ça. arriver à ouvrir les Elle coquilles a cette d'oursins. capacité à utiliser des outils, hein. C'est un exemple Ah, des d'animal qui outils utilise des carrément. outils, oui, où elle va récupérer une pierre ou un coquillage pour casser les oursins. Elle se met sur son dos et puis elle va casser ça sur son ventre. Waouh. Voilà, c'est un très bel exemple d'utilisation d'outils par un animal. Ok. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, pourquoi est-ce que ces forêts de kelp ont disparu? Eh bien, il faut savoir qu'il y a dans ce secteur-là, il y a des orques, d'accord? Donc, qui étaient naturellement présents. Et traditionnellement, les orques avaient tendance à se nourrir d'otaries. Donc, les otaries, c'est des mammifères marins qui sont beaucoup plus gros que les loutres. Et les otaries, en fait, sont rentrées en déclin, il semblerait, à cause de la surpêche. Il n'y avait plus suffisamment de poissons. Donc, les otaries ont commencé à disparaître. Et à ce moment-là, l'orque, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, plutôt que de mourir de faim, il s'est rabattu sur les loutres. Le problème, c'est que une orque, pour pouvoir vivre, elle a besoin, on estime, entre 1500 et 2000 loutres par an pour survivre. Sachant que c'est des animaux qui vivent en groupe, donc ça mange énormément de loutres. Donc du fait de la raréfaction du poisson, on a une raréfaction des otaries.
L'orque a changé son régime alimentaire pour les loutres. Qui dit moins de loutres dit plus d'oursins, qui dit plus d'oursins dit moins de kelp, et dit une plus forte érosion également de la côte, et dit une moins bonne reproduction des poissons qui normalement utilisaient ces forêts de kelp pour se reproduire. Donc là, on a un coup de billard à 4 bandes, Oui, tout hein, à fait, puisque exactement. il y a l'orque, l'otarie, la loutre, l'ours, C'est avant d'arriver au kelp. exactement, Ok, ouais, effectivement, ça peut être assez compliqué du coup, hein. tout à Non, fait. préserver les... C'est pour ça qu'il faut vraiment une grande prudence en fait, Mm. pour préserver les équilibres écologiques, c'est qu'on se rend pas compte, en fait, c'est très difficile d'imaginer tous les effets en chaîne Exactement. qui sont... Et là, c'est vraiment un exemple concret, puisque la loutre qui avait été protégée avait vu ses effectifs augmenter, et de par ce changement de régime alimentaire de l'orque, eh bien, on a eu une Ça n'a rebaisse. pas suffi, quoi. Il aurait fallu aussi laisser des poissons. Exactement.